Invité ce soir a pour nom l'honorable Samuel Dieudonné, député RDPC à l'Assemblée nationale, bien entendu. A tout de suite pour un échange, on ne peut plus ouvert avec notre invité, l'échange qui durera d'ailleurs 1h30. Honorable Samuel Dieudonné, bonsoir. Bonsoir Narcisse Moto, merci pour l'invitation qui m'a été faite. J'en profite également, puisque c'est une très grande première pour moi, pour votre télévision, de saluer vos téléspectateurs, que je pense très nombreux, et qui devaient normalement nous suivre en ce moment. Alors, honorable, on va d'abord se prêter à un jeu didactique. D'entrée, peut-être faudrait-il que vous nous définissiez de façon pratique le rôle d'un député à l'Assemblée. Alors qu'il n'y a pas une incompatibilité, il y a des gens qui sont des gens de société, ils vont continuer à faire dès lors qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Là où ils sont frappés de l'incompatibilité, effectivement, c'est des activités qui s'arrêtent parce qu'effectivement, on a un mandat électif, un mandat national de ce genre. Pour le reste, les gens ils pensent ce qu'ils veulent, mais en réalité, un député, c'est quelqu'un qui est là pour penser, pour parler au nom des citoyens, qui est là également pour pouvoir, qui s'est mis à la disposition de ses concitoyens pour pouvoir les servir. Et dans ce cadre-là, notre rôle, tout au moins pour le fonctionnement de la République, est un rôle essentiel. Les gens ont tendance à penser que pour être meilleur député, il faut systématiquement être à l'opposé du gouvernement ou alors des autres institutions républicaines. Non, ce n'est pas ça la vocation du député. On nous parle, quand on parle d'une république démocratique, on parle d'une république avec séparation de pouvoir. Et les trois pouvoirs qui sont reconnus aujourd'hui, il y a d'autres formes de pouvoir qui sont nés, 4e, 5e, 6e, 7e pouvoir. Mais tout au moins ceux qui sont d'ordre constitutionnel, c'est l'exécutif, le judiciaire et le parlementaire. Et dans le cadre de cette séparation de pouvoir, chacun a un couloir sur lequel il agit et il doit également agir dans le cadre de la plénitude de ses fonctions que la Constitution lui consacre. Et à ce titre-là, effectivement, nous sommes là pour contrôler le gouvernement. Nous sommes là également pour voter les lois sans lesquelles la République serait, comment dirais-je, une jungle dans lequel effectivement c'est la loi du plus fort qui allait prévaloir. Ces règles-là, ces lois-là, s'ils ne sont pas votées, ou il ne serait pas certainement d'application. Mais en même temps, écoutez-moi très bien. S'il y avait dans un pays où le roi, par exemple, s'il levait tous les matins et disait « je vais mettre en circulation une loi », et essayer de voir au moins l'effet que ça devait avoir. On avait effectivement l'impression que ça devait être un pouvoir oppressant. Et vous voyez très bien que dans cette régulation-là qui est celle de la République, on essaie au moins d'atténuer le saut personnel qu'un dirigeant, même fort, peut avoir comme impact sur la société. Et donc au moins, même quand on nous dit, de toute façon, vous êtes là pour pouvoir applaudir des applaudisseurs, non, notre rôle à nous, c'est au moins de donner tout au moins cette impression-là, ce sentiment-là, qu'au moins une loi n'est pas une loi individuelle, n'est pas une loi d'un président de la République, n'est pas une loi de la seule volonté du gouvernement. Il y a un certain nombre de gens qui représentent le peuple qui peuvent effectivement discuter la loi avant de savoir si on peut l'adopter. Après maintenant, quand la loi arrive à l'Assemblée nationale, là également les gens s'attendent à ce qu'on tombe tous dessus pour pouvoir dire que ce n'est pas une bonne loi, il faut article 1 il faut modifier, article 2 il faut modifier, article 3 il faut modifier. C'est dans le cas des modifications qu'on doit juger notre rôle. Non, là également vous allez voir, on dit on est trois pouvoirs séparés. Or, la notion de pouvoir séparé a laissé dans l'esprit d'un certain nombre de personnes de trois pouvoirs antagonistes. L'Assemblée nationale n'est pas opposée à l'exécutif, bien qu'il en soit le contrôleur. L'Assemblée nationale n'est pas opposée au judiciaire. L'Assemblée nationale est un pouvoir séparé du pouvoir exécutif, de telle manière à ce qu'il y ait une démarcation et que quand on demande de par la Constitution qu'il doit contrôler les politiques publiques telles qu'elles sont mises par l'exécutif en place, il doit effectivement les contrôler, ça sans état d'âme. L'autre bémol également que l'on doit ajouter, mais c'est toutes les républiques du monde qui fonctionnent comme ça. On vous dit, à partir du moment où vous êtes député de la majorité de députés RDPC, vous laissez toutes les lois passer. Non, pas du tout.
Mais en même temps, les gens doivent prendre conscience de ce que un gouvernement, pour qu'il soit légitimé, premièrement, il y a une première étape, il y a d'abord une élection au suffrage universel qui est lié à un président de la République. Mais pour gouverner par la suite, on aura nécessairement besoin d'une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, sans laquelle toute forme de gouvernance ne serait pas possible. Et c'est pour cette raison-là, quand vous regardez d'ailleurs, partout où il y a un pouvoir présidentiel, chaque fois que au niveau législatif, le pouvoir a basculé, vous aboutissez nécessairement à une cohabitation. Parce que dans ces conditions-là, si le président de la République qui a été élu au suffrage universel nomme un premier ministre qui n'est pas de connotation de la majorité à l'Assemblée nationale, toutes les lois auront tendance à être retoquées. Et donc cet aménagement-là fait que nous sommes bien dans notre rôle d'accompagner sous un certain nombre d'aspects, un certain nombre de dispositions légales qui nous viennent du gouvernement, sans toutefois qu'on en soit inféodé. Les gens font tout simplement dans une mauvaise interprétation quand ils disent effectivement nous sommes des applaudisseurs. Non, nous ne sommes pas des applaudisseurs, nous sommes là pour pouvoir faire en sorte que les lois les meilleures puissent sortir de l'Assemblée nationale, même quand elles sont proposées par l'exécutif. Je retiens un triptyque dans votre argumentaire, le rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Premièrement, il parle au nom des citoyens. Deuxièmement, il vote les lois. Et troisièmement, il contrôle l'action du gouvernement. Alors, est-ce que de façon schématisée, vous pouvez faire une sorte de démonstration pour qu'on puisse comprendre exactement, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour démontrer qu'effectivement, ce triptyque-là est ce que vous faites exactement à l'Assemblée nationale? Les populations du CAM qui me regardent aujourd'hui, je pense qu'ils ont un certain bonheur à voir que, au moins sur ce niveau-là de porter la parole pour les communautés aujourd'hui qui ne peuvent pas venir à la télévision comme moi, je joue bien ce rôle. Je suis les représentants. Et aussi longtemps qu'ils me voient intervenir pour pouvoir défendre des causes qu'un certain nombre de personnes considèrent comme étant des causes perdues, là, effectivement, ils se sentent rassurés. Le contrôle du gouvernement, il se fait au quotidien, mais également à travers un certain nombre d'échéances. Il y a une échéance fondamentale de notre vie parlementaire qui est celle, par exemple, du vote du budget. Le budget impacte nos vies. Le budget impacte notre quotidien. Il n'y a pas de budget qui puisse être appliqué sans toutefois qu'il y ait un vote. Mais en même temps, quand vous regardez le régime financier de l'État aujourd'hui, on donne la possibilité aux législatifs non seulement de voter les lois, mais également de juger de l'efficacité des politiques publiques. C'est-à-dire que nous sommes en droit aujourd'hui de demander une commission. Et d'ailleurs, quand vous allez voir, peut-être si on rentre dans le détail, la commission des finances et du budget aujourd'hui a en son sein un certain nombre de personnes qui s'occupent des ministères de manière précise et qui sont en droit, nous avons une mission qui est en cours en ce moment, en droit de descendre sur le terrain pour pouvoir dire, vous nous avez demandé des allocations de ressources, apportez-nous la preuve de ce que ces ressources-là ont été équitablement distribuées, mais également que vous avez atteint un certain nombre d'objectifs que vous êtes fixés par ailleurs. Et quand vous voyez aujourd'hui comment les budgets sont déclinés, on vous dit toujours, nous avons besoin d'une allocation de ressources quelque part. Voilà l'objectif que nous voulons atteindre. Et cet objectif-là doit être assis sur des indicateurs quantifiables. Et sur la base, effectivement, de ces indicateurs quantifiables, nous pouvons dire, effectivement, nous avons eu raison de donner, d'autoriser l'allocation de ressources. Et donc, vous m'avez dit, le premier triptyque, c'était le contrôle de l'action gouvernementale. Deuxième triptyque, je crois également, voter les lois, j'ai répondu à cela. Et parler au nom des citoyens. Parler au nom des citoyens, mais vous voyez très bien qu'à la limite, parler même au nom des citoyens, j'allais dire que c'est une mission qui est devenue... Est-ce que vous avez c'est une mission qui est dévolue à toutes ces personnes-là qui se prévalent d'être élus d'une localité. Quand vous êtes élu d'une localité, vous devez prendre à cœur l'ensemble des problèmes, des problématiques qui se posent à vos populations au quotidien pour pouvoir faire en sorte que, pour pouvoir voir si vous pouvez apporter des allègements et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais en tant que député, est-ce que vous avez pour vocation de rejeter une loi lorsque cette loi-là ne vous parle pas, lorsque elle ne tarde pas avec... Mais bien sûr. Mais maintenant, n'attendez pas... Attendez. Les gens attendent systématiquement à ce qu'on rejette. Pour bâtir une loi... Ça peut arriver. Oui, attendez. Oui, mais effectivement, ça peut arriver. Ça peut arriver lorsque... C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Quelques cas? Il y a un cas flagrant
qui est celui, par exemple, comment dirais-je, de l'immunité des membres du gouvernement. C'est l'Assemblée qui a rejeté. Parce que là, c'était considéré comme étant totalement incompréhensible. Ça devait donner la porte, c'était la porte ouverte à tout. À ce moment-là, on a considéré. Et qui a proposé cette loi? Elle venait de l'exécutif, malheureusement. Et là également, les députés sont grippés pour pouvoir dire de toute façon, cet article-là ne passera pas. Et l'article n'est pas passé. Alors, vous êtes devant des milliers, je dirais même millions de téléspectateurs qui nous regardent. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de toutes les propositions de loi qui vous sont proposées et que vous validez par la suite? Est-ce qu'il n'y a pas parfois eu du forcing? Non. Il n'y a pas venant de l'exécutif. Il n'y a pas de forcing pour une raison simple. La loi a une base idéologique. Elle a un fondement idéologique à la base. Et lorsque vous avez une majorité qui est idéologiquement du côté de la personne qui élabore la loi, pourquoi voulez-vous rejeter une loi? Idéologiquement, c'est défendable. Ça fait partie des qu'un député de l'opposition. Attendez, ça fait partie. Non, mais justement, parce qu'idéologiquement, nous ne sommes pas les mêmes. Les fondements de leur organisation sociale n'est pas le nôtre. Prenons par exemple, pour pouvoir sortir de notre carcan en nous, vous avez deux composantes à l'Assemblée nationale. Il y a une composante qui est tendance libérale, l'autre qui est tendance socialiste. Les batailles, c'est autour, par exemple, d'un thème comme étant la répartition des richesses. Il y en a qui diront de toutes les façons, toutes les lois qu'ils doivent voter doivent apporter ce socle-là de ce qu'on a la liberté d'entreprendre. Et puis, quelque part, les socialistes vous diront, oui, mais tout le monde a la liberté d'entreprendre, mais également, il faut également tenir compte des plus démunis qui, sans l'aide de l'État, pourraient être délaissés pour compte. Et les batailles doivent se faire à ce niveau. Et très souvent, lorsque une loi arrive à l'Assemblée nationale et qu'il a les aspirations des gens qui proviennent d'un même parti, pourquoi voulez-vous qu'elle soit systématiquement rejetée? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, il y a des gens qui s'essayent effectivement à ce petit jeu-là à l'Assemblée nationale. Je vais revenir peut-être dans le détail. Quand une loi arrive, c'est une loi qui sort d'un cabinet ministériel avec, comment dirais-je, une équipe qui travaille au quotidien pour pouvoir bâtir article après article et pouvoir lui donner un socle cohérent. Et vous voyez très bien, nous les députés, comme très souvent on veut se faire, on veut faire mousser. Vous voyez quelqu'un qui tombe sur un article et vous dit non, cet article doit être reformulé de cette façon. Et on lui apporte effectivement une réponse en lui disant notamment si vous déstructurez cet article-là, ça aura des conséquences sur deux autres articles. Ou alors par ailleurs, si vous la déstructurez, ça pourra avoir des conséquences sur une loi qui avait été antérieurement votée. Et cette jugeote-là, effectivement, très souvent nous amène à la dure réalité de ce que, quand effectivement il n'y a pas quelque chose de fondamental à modifier, à ce moment-là, on peut laisser les choses se dérouler telles qu'ils sont. Alors, je m'inspire de vos différents argumentaires pour revenir sur une de vos déclarations, alors que vous étiez en face des journalistes. Je vous cite, oui. Je ne suis pas parti à l'Assemblée nationale pour gagner de l'argent, mais pour porter l'espoir de la jeunesse. Alors, nous aimerions en savoir davantage. Pouvez-vous nous ressortir la quintessence et la pertinence de cette déclaration, de ces propos? Pas de porter essentiellement la voix de la jeunesse. À côté de la jeunesse, il y a également la vieillesse qui a le droit d'exister. Et au-delà de cela, nous sommes dans le cadre de la défense de l'humanité, mais en réalité, ce que je voulais dire par là, il n'y a rien d'autre que la générosité qui m'a amené à l'Assemblée nationale. Donc vous avez parlé tout à l'heure d'affairisme, mais je ne suis pas un affairiste. De toutes les façons, en ce qui me concerne, j'ai considéré que cette richesse-là, effectivement, sur laquelle un certain nombre de personnes sont agrippées au quotidien, n'est pas une valeur humaine. Et donc, à partir du moment où vous avez effectivement reçu d'une société, elle est généreuse par ailleurs, un certain nombre de choses qui vous ont élevé sur le plan social, vous devez également les retourner. Et dans le cadre de ce retour-là, vous voulez peut-être que je sois dans l'élimination en disant que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, je ne suis pas là pour pouvoir également citer ce que je fais au quotidien, ce que j'apporte de positif aux populations, mais je pense effectivement le rôle que nous faisons de manière générale au nom de l'Assemblée nationale également peut être mis dans ce cadre-là. Alors, en tant que député, donc élu de la nation, quels sont les projets
C'est vrai que vous, tout à l'heure, vous disiez que vous ne voudriez pas faire cas, ben, il faudrait qu'on en parle. Quels sont les projets de façon concrète que vous avez personnellement soutenus et réalisés jusqu'ici en faveur du peuple? Il y a un projet fondateur dans ma localité, qui est celui de l'exploitation. Nous sommes à Yabassi. Que celui de l'exploitation de la forêt de Bon. Vous avez vu ce que j'ai dû écrire là en la matière. Pour une œuvre, effectivement, qui était une œuvre de bienfaisance pour tout le monde, c'était devenu une affaire personnelle pour moi. Il faut avoir de l'étoffe pour pouvoir s'engager et faire œuvre de militantisme dans un domaine aussi sensible que celui-là. Ce problème-là, aujourd'hui, je continue à me battre pour que ça puisse prendre corps, parce qu'il y a une population qui a été frustrée depuis les années 60, pour lequel également qui demande effectivement un certain nombre de corrections. Mais en même temps, j'ai reçu des pouvoirs publics un certain nombre d'allocations budgétaires qui pensent également que lorsqu'ils vont être implémentés, pourront avoir des impacts sur la vie des citoyens au quotidien. Des exemples, on va les multiplier. Après, maintenant, si vous regardez, vous rentrez dans ce droit d'inventaire là, j'ai tendance à dire qu'est-ce qu'il veut citer, qu'est-ce qu'il veut laisser. Vraiment, être député aujourd'hui, c'est un engagement de tous les jours. Vous êtes sollicité par la population qui vous demande de l'aide à tel ou tel endroit. Vous-même, de manière très spontanée, vous leur apportez telle ou telle chose. Écoutez-moi très bien. On verra le point de ce que j'aurais fait à la fin de mon mandat. Mais ce que je voudrais également retenir de mon passage dans la vie publique, c'est que 2 ans ou 3 ans plus tard, 10 ans après moi, qu'on puisse savoir effectivement qu'il y a un enfant à un moment donné qui s'est dévoué. J'étais sur invitation d'un certain nombre de frères en Europe hier. Je suis rentré hier. J'ai dû croiser la dernière fille de, comment on l'appelle, du premier député de Mbam et Nobo, du côté de Mbam, qui s'appelait, son nom m'échappe, mais être en face d'une fille comme celle-là, avec son papa qui est décédé depuis, vous voyez très bien que j'ai dû couler les rames, il s'appelait Ndounukon. Ndounukon, effectivement, qui... Je ne l'ai pas connu, mais à partir du moment où je suis arrivé à cet endroit-là, on m'a dit voilà un de ses fils. Vous voyez très bien que ce député, le premier, de la même façon que quand vous arrivez chez vous, quand vous tombez sur un enfant de Disake Hans aujourd'hui, ou alors quand vous faites un certain nombre de parcours à l'intérieur, on vous dit effectivement à tel ou tel endroit, c'est une marque de cette personne-là qui est passée. C'est tout ce que nous cherchons à récolter dans notre engagement public. Le reste n'est qu'éphémère. Le matériel, c'est quelque chose de totalement éphémère. Par contre, si vous travaillez très bien pour votre communauté, 10 ans après, ils vous auront toujours dans leur mémoire. Alors, tout à l'heure, nous parlions de la jeunesse. Quelle grille de lecture vous inspire cette jeunesse camerounaise qui, aujourd'hui, semble engluée dans le cachot du désespoir? Il ne faut pas désespérer de la vie. Je suis un exemple patent de ce que le désespoir ne nous élève pas. Il faut s'accrocher. Il faut être persévérant. Et malheureusement, il y a un discours ambiant qui existe aujourd'hui, qui a tendance à désorienter effectivement la jeunesse. Ce n'est pas de leur faute. C'est très souvent de ce que nous leur disons. Moi, j'ai encore les petits papiers de mon dernier maître d'école primaire qui m'écrivait en 2 ou 3 lignes. Samuel, j'ai regardé mon fils, j'ai regardé tes derniers bulletins. Je vois effectivement que tu es en train de baisser en performance. Il faut tenir bon. Il y a des rattrapages à faire au tel ou tel endroit. Écoutez-moi très bien. Et il termine la lettre en disant, il faut que tu saches qu'il n'y a aucune famille sur terre que Dieu oublie. Ces messages-là, je les ai encore enfouis dans mes cantines. Et de temps en temps, c'est encore des sources d'inspiration pour moi. Je peux les enlever pour les regarder. Or, la tendance actuelle, c'est de dire aux enfants, ah non, non, ne faites même pas du tout des efforts parce que de toutes les façons, l'horizon est bouché. L'horizon n'est pas bouché pour des gens qui persévèrent. L'horizon n'est pas bouché pour des gens qui font des choses avec un minimum de sérieux. Et d'ailleurs, les statistiques, là également, qui viennent de l'Assemblée nationale, sont fort éloquentes. Là où les gens ont tendance à dire qu'effectivement les diplômés ont tendance à chômer, le ministre des Enseignements supérieurs, Jacques Famel Dongo, vous apporte la réponse magistrale qu'en réalité, la plupart de ces gens-là trouvent de l'emploi. Il faut tout simplement savoir s'orienter, il faut savoir faire les bonnes études, il faut les faire avec sérieux. Et très souvent également, là aussi, nous apprend que les délais d'attente même pour pouvoir trouver de l'emploi ne sont pas aussi longs que ça. Or, vous voyez aujourd'hui des gens qui, quand ils disent « non, moi j'ai un bac plus 5 », des fois, ce n'est pas vérifié. Par ailleurs,
Nous sommes dans une société dans laquelle les choses vont être de plus en plus compliquées. Et ce n'est pas une invention camerounaise, c'est le développement économique qui nous prédispose à cela, à des complications, à des challenges nouveaux. Là où en 1980, quand j'avais le bac 83, on venait déjà nous chercher en disant nous voulons les bacheliers pour aller travailler à Mobile, à Total et consorts. Aujourd'hui, la donne a changé. La donne a changé pour quelle raison? Il y a de plus en plus de diplômés. Et il y a de moins en moins peut-être... Vous dites que l'État offre l'emploi aux jeunes. Non, non, non. Ce sont ces jeunes qui sont diplômés et qui s'activent, qui s'affairent même. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer donc le phénomène de l'immigration clandestine continue d'être... tout simplement parce que déjà, premièrement, le paradis est toujours meilleur ailleurs. Mais les gens également qui décident de partir de chez eux pour aller se réfugier ailleurs, ils sont en situation d'échec. C'est cet échec-là que ça vous dit, n'écoutez pas ces mauvaises paroles, ce mauvais vent-là qui souffle, selon lequel quand on a des diplômes, on est destiné à chômer. La plupart des gens qui font de bonnes études, ils trouvent du travail. Ah, pas plus tard que hier, à l'aéroport, je tombe sur une fille qui est de la Ménois. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, je travaille comme tu vois là, mais si tu peux me trouver le travail au Cameroun, je reviendrai volontiers. C'est tellement agréable de vivre chez nous. Les gens qui vont là-bas, c'est pour à cause du désespoir, mais quand ils ont fait de bonnes études, très souvent ils trouvent. Il y a des gens qui trouvent, et de plus en plus ils trouvent du travail. Il faut tout simplement être futé, être proactif, mais être déterminé également à dire que l'on peut changer soi-même son propre destin, mais à travers son propre destin également, on peut également changer le destin de sa propre famille. Si on commence à se fixer des objectifs dans la vie, très souvent on les atteint. On l'a dit tout à l'heure d'entrée, que vous êtes, en plus d'être expert comptable, vous êtes un acteur politique. Alors, on va donc aller dans votre département ou arrondissement pour vous poser la question suivante. Quel souvenir gardez-vous du renouvellement des organes de votre parti durant lequel vous avez d'ailleurs perdu devant le maire d'arrondissement de Yingui? On va rappeler ici que l'enjeu principal était de savoir qui va être président de la section RDPC Yingui Sud-Est. Avec le recul, cette histoire, je peux la raconter à 2 ou 3 mots. J'ai perdu aucune élection. Je n'ai perdu aucune élection à Yingui et il serait vraiment difficile, compte tenu de mon engagement auprès des populations, il serait vraiment difficile que je perde une élection à Yingui. Ce qui s'est passé à Yingui, c'est tout simplement... Vous avez été victime d'injustice? Oh, une terrible injustice, mais c'est pas bien grave. Vous voyez très bien que la nature, le temps, sait nous apporter des solutions. La plupart des gens qui se sont mêlés de cette histoire-là totalement rocambolesque sont en situation de le regretter aujourd'hui. Pas parce qu'ils l'ont fait, mais vous savez également, Narcisse, le karma également, qui est un mot nouveau qui nous vient, je ne sais pas moi, de l'Orient, est un mot également qui a tout son sens. Yingui, c'est une section qui a été attribuée à cette initiative-là en 2007. Et j'ai eu la chance, l'honneur d'être le premier président. J'ai été également réélu en 2015 et j'ai affronté un certain nombre de personnes également, d'ailleurs les mêmes, qui sont également venues dans la bataille de 2020. C'est 2020 ou 2022, moi, 2021, je crois très bien. Bon. Yingui, la sous-section Yingui qu'on appelle 665 Camp Sud-Est, c'est 2 sous-sections, 13 comités de base. À horizon de Douala, ici, vous avez des sections qui ont une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de sous-sections. Je vous rappelle bien, c'est 2 sous-sections à Yingui, 13 comités de base. Et donc, vous pouvez admettre que, compte tenu effectivement que c'est un poids plume sur le plan politique, on envoie une équipe de renouvellement là-bas. Ils n'ont pas besoin d'une semaine pour renouveler. Pendant 2 mois. On va rappeler que le chef de mission était Messanganyamtine. Bon, je cite pas les noms. Pendant 2 mois, les gens se sont assis à Yingui pour faire toutes les équations du monde, pour pouvoir savoir comment est-ce qu'ils peuvent contourner Samuel Dieudonné mort pour pouvoir le mettre en situation d'échec. Et pourquoi selon vous? Attendez. Oh, mais écoutez, la vie publique, quand j'entends les opposants pleurnicher, c'est fait d'adversité, messieurs. Si vous l'avez oublié, ou alors tout au moins si vous ne l'avez pas intégré, changez vite d'arrondissement pour
par aigreur, les gens peuvent vous envier. Hein? Pour tel ou tel truc, les gens se conditionnent même de fois à vous détester. Vous n'avez rien fait, mais ils estiment peut-être que vous occupez beaucoup d'espace, ou peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vous sourient, il y a tel ou tel. Ils peuvent trouver tout fondement pour pouvoir faire en sorte que vous considérez comme étant un adversaire pugnace pour eux. Pendant donc 2 mois, on a cherché à y comment est-ce qu'on peut faire pour faire battre Samuel de Denemotte, on n'a pas trouvé une solution. Je vous rappelle, au moment où la mascarade que vous avez vue dans les réseaux sociaux se passe à Yingui, toutes les autres sections du Cameroun ont rendu leur copie. Pourquoi ça doit traîner dans une sous-section qui n'a que 2 sous-sections et 13 comités de base? Tout simplement parce qu'on cherche une solution qu'on ne trouve pas. Et puis à la dernière minute, il y a un fou qui est passé par là, qui est M. Yamdir, effectivement, c'est vous qui l'avez cité. Et puis, effectivement, il sort des résultats de la poche. Pourquoi tu veux qu'il est fou? Oh, mais c'est une folie. C'est une folie extrême. C'est pas trop osé, ça? Oh, c'est vraiment une folie. C'est un acte de folie. C'est un acte de folie. Écoutez-moi de Yaoundé. Oh non, pourquoi? Du comité central. Non, pourquoi le comité? Est-ce que vous avez vu que je suis l'un des responsables de la communication du parti au niveau du littoral? Non, je n'ai pas d'ennemis en la matière. Il se passe tout simplement que... C'est pour ça que je me suis tué. On est en politique. Mais là, on est en politique. Mais même là, mais je veux dire également, même si il pourrait avoir des institutions qui viennent du comité central, vous devez les intégrer. Que pour des tas de raisons, effectivement, il y a un moment donné, on peut dire que, bon, peut-être vous êtes resté là 2 mandats, ça suffit bien pour vous, on peut vous faire remplacer par quelqu'un d'autre, vous l'intégrez. Et vous avez bien vu que pendant toute cette période-là, je me suis tué. Mais là, maintenant, je trouve tout simplement que M. Sanga Nyamding, effectivement, qui fanfaronnait, il n'est plus membre du RDPC aujourd'hui. C'est peut-être le karma. Vous parlez de karma tout à l'heure. C'est peut-être le karma qui agit à la matière, mais en tout état de cause, écoutez, je voulais être président de ce... Mais là également, le détachement, le manque de désintéressement qui doit jalonner votre parcours d'homme politique également constitue un grand kyste pour vous. C'est-à-dire que là où les gens vous attaquent, lorsque vous le faites de manière bénévole, vous êtes moins atteint. Et dans le cadre effectivement de ces renouvellements-là, qu'est-ce que ça me rapporte à titre personnel d'être président de section? Premièrement, peut-être de diffuser l'idéal qui vient du président national, mais il n'y a pas un intérêt personnel. Mais là également, j'étais convaincu qu'en restant à ce poste, j'assurais mieux la protection des intérêts d'un certain nombre de personnes qui ont choisi de rester à côté de notre tombe. Effectivement, la vie publique avec ses vicissitudes m'a contrarié dans ce dessin-là. La vie doit continuer. La plupart des populations qui sont aujourd'hui dans le département du CAM, ils savent très bien qu'il y a un de leurs fils qui est encore en politique, qui est encore en vie, et que lorsqu'ils veulent chercher de l'aide, que ça peut passer par moi, je le prendrai volontiers, sans toutefois que j'en fasse une condition d'être d'abord président de section. Nous restons à Yingui. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président de la section Yingui Sud-Est? De manière générale, Narcisse Moto, mais je crois que là, vous le savez, j'ai très peu d'inimitié avec des gens. Après maintenant, écoutez-moi très bien. Vous vous levez le matin pour pouvoir dire que là, vous êtes là pour pouvoir travailler pour la communauté, pour pouvoir travailler pour vos concitoyens. Vous ne devez pas faire l'économie de divergence. Lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas animé par les mêmes mobiles, et donc effectivement, en ce qui concerne le maire qui a été proclamé par M. Sanga Nyamding comme étant le président de section, lui, il n'en reste pas moins qu'il reste mon frère, mais sur le plan du développement de la localité, nous sommes diamétralement opposés. Et cette opposition-là, je l'assume, parce qu'il a un fondement. Quand on parle du développement, il ne s'agit pas de développement personnel à travers des finances publiques. Il s'agit avant tout du développement d'une communauté qui a été laissée à la traîne. Et c'est parce qu'effectivement, cette population-là a été laissée à la traîne pendant des décennies qu'à un moment donné, c'est une des raisons là qui m'amène à la vie publique, j'ai dû m'engager pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un changement. Quand je vois qu'il y a en face de moi quelqu'un effectivement qui s'oppose à ce changement-là, on ne peut pas être amis, mais on n'est pas des ennemis non plus. Alors, ce qui me chagrine et me turlupine un tout petit peu, parce que lorsqu'on annonce ce renouvellement des organes dans votre arrondissement, tous le parti vainqueur. Ben, comment expliquer qu'on arrive à ce que
vous perdiez ces élections. Et la population qui vous soutenait, quel aurait été son rôle sur ces militants qui étaient à votre cause? Je leur ai demandé, non, je leur ai tout simplement demandé, mais c'est ça également Comment dire, vous leur avez demandé d'adhérer au consensus. Non, c'est quoi la servitude? Non, c'est pas, non, je n'ai pas demandé de consensus nécessairement. La politique a également besoin de clarté. Je ne suis pas pour le social de et c'est même très grave pour les populations quand les élites s'entendent. Hein. S'ils s'entendent, ils sont capables de fabriquer les petits machins là pour pouvoir faire en sorte que tout se passe autour d'eux. Non, également, il faut avoir des voies d'opposition. Non, je leur ai tout simplement demandé, c'est ça également les vicissitudes de l'homme public, je leur ai demandé de rester le plus calme possible. Je crois qu'ils continuent à m'écouter. Ils ont certainement des états d'âme à voir effectivement qu'ils ont été frustrés de leur vote. Attendez, Narcisse Moto. Ce qui nous divise, effectivement, c'est un certain nombre d'orientations qui sont prises en matière d'utilisation des fonds publics à Yingui. Mais, quand ça va jusqu'à enlever à des citoyens, parce qu'ils sont au village, le droit fondamental qui est celui d'exprimer leur vote, vous voyez très bien que là, on tombe de très loin. On peut tous les prendre. Il y a un droit fondamental qu'on ne peut pas les prendre. On ne peut pas vous ôter votre vie, droit fondamental. On ne doit pas vous enlever votre liberté d'expression, droit fondamental. On ne peut pas vous enlever votre droit de vote. Dans ce qui s'est passé à Yingui, il y a un droit de vote qui a été enlevé aux populations parce qu'il n'y a pas eu de vote du tout. Mais Sanga Nyamni s'est présenté à l'estrade, il a mis la main dans la poche, il a sorti les récits, il a commencé à les lire. Et regardez les vidéos qui circulent encore, je crois qu'ils doivent circuler sur Internet. Quand il y a un gars, un président soi-disant de renouvellement qui arrive quelque part, il dit, dans les deux sous-sections, il y a eu 350 votants dans une sous-section et 250 votants dans une autre sous-section. Ça sent du chiffre fabriqué. Moi qui suis expert comptable, pourquoi le 351e militant n'est pas venu voter? Pourquoi le 350e sont venus? Ce serait bien arrêté à 349, non? Hein? Et il y a là-bas de l'autre côté, 251, 250. Pourquoi pas 251? Pourquoi pas 249? Pourquoi pas 223? Ça sent des chiffres fabriqués. Mais, le karma. Mais, alors, deux sous-sections, on doit voter dans les deux sous-sections. On est venu, mais là également c'est très grave. Parce que quand l'autorité administrative se mêle des problèmes politiques pour couvrir des amis, ça devient très dangereux. Dans le cas d'espèce, à Yingui, alors que le camp d'en face, qui ne voulait absolument pas que l'on vote dans la transparence, a cassé les urnes pendant 2 mois, sous le regard bienveillant de l'autorité administrative, le jour où ils ont décidé de faire leur mascarade, ils sont venus me chercher un bataillon de gendarmes à Yabassi. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir les mettre devant la porte pendant qu'on bidouille derrière. Et quand je suis arrivé, effectivement, parce qu'il y avait une fausse piste qui avait été créée en disant qu'il y a une élection, ça c'est le premier bureau de vote, qu'il y a une élection qui était organisée dans le deuxième bureau de vote. Je viens revenir sur le deuxième bureau de vote. Quand je suis parti constater qu'effectivement il n'y a même pas une organisation à la matière. Ici, au premier bureau de vote, on a fait un semblant. Je suis revenu, j'ai cassé la colonne des gendarmes en leur disant, je suis le représentant du peuple, je suis le président de la nation, vous ne pouvez pas être là pour couvrir la malhonnêteté. Et ils se sont écartés. Et c'est pour cette raison-là qu'effectivement, les gens, il est revenu quelques minutes plus tard avec des résultats qui étaient sur sa poche, il n'y a pas eu de vote. Sur le second bureau de vote, il y a une rumeur qui court de ce qu'effectivement il y a une mascarade qui est en train de se faire. Narcisse Moto, les gens ont fait 12 km de marche, 5 km de marche pour se rendre là où le bureau de la mascarade, le bureau de vote était censé être installé. Il n'y a pas eu de vote. Et ils étaient déterminés à venir voter parce qu'ils ont entendu effectivement qu'il y avait un complot qui était tissé contre leur fils, qui est votre humble serviteur de ce soir. Mais on leur a empêché effectivement de voter après avoir marché à pied sur 10-20 km. Voilà. Mais écoutez, on regarde ça avec beaucoup de ricanement. De toutes les façons, hier et tout, le RDPC
Et ce n'est que partie remise, puisque Oh, de nouveaux non. renouvellement des organes de base. Peut-être Oui, il y aura d'autres, mais est-ce qu'il serait fondamentalement candidat? Ça, je ne peux pas vous l'assurer. Parce que également. Vous avez d'autres projets, d'autres ambitions politiques? Oh, mais, faire de la politique, pour moi, ça ne rentre pas dans le cadre des ambitions. Je le fais naturellement. Parce que l'histoire de ma vie m'enseigne qu'en réalité, la société est généreuse. Je me suis également engagé à la politique parce que j'ai beaucoup reçu de la société. J'essaie de les remettre à ma manière. Ce n'est pas nécessairement, cette contribution n'est pas nécessairement liée à un poste que j'occuperai quelque part. La politique vous sert-elle ou alors vous servez de la politique? Pour une ascension sociale, par exemple? Je n'ai pas bien compris la question. La politique me sert ou c'est l'inverse? Je sers la politique. Pour une ascension sociale. Je suis dans une disposition à servir les citoyens. Je ne suis pas là pour pouvoir me servir. J'ai eu un parcours que je peux estimer en toute humilité assez élogieux, que personne ne pouvait le prédire il y a à peu près, disons, une quarantaine d'années. Le parcours qui a été le mien me pousse effectivement à faire naturellement la politique. Parce que de ce parcours-là, j'ai vu à quel point la société était une société d'entraide. Quand vous vous enfermez dans votre cocon familial en disant que de toutes les façons, vous n'avez pas aidé qui que ce soit, vous pouvez le reprocher parce que vous avez reçu les autres. Et c'est parce que j'ai beaucoup reçu de la société camerounaise, de la République, que je pense que naturellement, ma place, c'est au milieu des gens qui essaient de faire en sorte que les choses puissent avancer. Loignez-vous un poste ministériel? Non, mais... Et si jamais on vous a fait la proposition? Je crois également que l'une des raisons pour lesquelles on m'attend dans le camp, c'est peut-être parce qu'il y a cette perspective-là, mais qui, moi, me fait sourire. Je ne suis pas demandeur. Mais maintenant, l'assise moto, si jamais ça tombe sur moi, je dois me débiner, je ne me débinerai pas. Mais je ne me lève pas le matin en passant au poste ministériel, que je parle d'ailleurs d'une contrainte absolue. Mais si demain, au détour d'une nomination, on vous dit effectivement que votre humble serviteur a été appelé, je ne vais pas dire non, mais les combats sont ailleurs. Je m'épanouis beaucoup à l'Assemblée nationale. Je m'épanouis beaucoup à l'Assemblée nationale. Et quoi d'ailleurs que c'est une grâce divine que d'avoir cet orphelin-là de 12 ans qui peut arriver aujourd'hui en Guayaquil et puis dire je parle au nom du peuple. Ça, c'est déjà un motif de satisfaction. Après, maintenant, il y a des gens, effectivement, qui sont dans ces calculs-là sordides de ce qu'il faut qu'ils fassent telle ou telle chose pour qu'ils puissent être préservés, qui seront toujours ministres, qui seront des ministres après-demain. Vous voyez, j'ai une vie plus ou moins assez calme. Et je pense effectivement que dans le cadre de cette sérénité-là, il n'y a pas à s'encombrer avec ce genre d'hypothèse. Par ailleurs, mais ça, c'est une vieille discussion, hein, vous le ramenez aujourd'hui à la politique. Mon dernier employeur m'appelle un de ces jours dans son bureau, il me dit, mais Samuel, j'ai du mal à te comprendre. Tout le monde arrive dans mon bureau pour pouvoir me dire, bon, pourquoi tu ne m'augmentes pas, pourquoi tu ne me donnes pas tel grade, ainsi de suite. Je suis dans un cabinet d'audit de référence, un Sanyon. Et puis je le regarde et puis je lui dis, mais on ne s'appelait pas de prénom, il s'appelait Jérôme. Je lui dis, mais Jérôme, non, je ne suis pas dans cette configuration-là. Je considère qu'une promotion, c'est une reconnaissance de la valeur d'une personne que vous coachez au quotidien. Je n'ai pas le commander. Si demain ou après-demain, on considère qu'on m'aura reconnu comme étant une personne qui peut animer à un autre niveau la vie publique au Cameroun, c'est une forme de reconnaissance. Et pour cette reconnaissance-là, je n'irai pas aller toquer de porte en porte pour dire s'il y a un poste ministériel, je le cherche. Je ne fais pas ce genre d'attitude. Mais bien entendu, quand vous êtes reconnu, et d'ailleurs, c'est pas cette notion de reconnaissance, d'ailleurs, quand vous faites les ressources humaines, on vous dira effectivement que lorsque vous avez accompli un certain nombre de choses, à l'intérieur de votre équipe de travail, vous avez besoin d'être reconnu. J'ai été reconnu en 2020, et c'est à ce titre-là que le parti, sous la houlette de son excellence, le président de la République, son excellence Paul Biya, a pensé effectivement qu'on pouvait me faire confiance de parler au nom des populations camerounaises à l'Assemblée nationale. C'est une forme de reconnaissance et je l'ai lancé très gré. D'accord. Alors, parlons maintenant de gouvernance au Cameroun, honorable Samuel Dieudonné Mod. Quel regard avez-vous de cette ossature qui prône une gouvernance par délégation de pouvoir? Le risque n'est-il pas grand à votre avis? Oh, je ne sais pas, quand on parlait de délégation de pouvoir, vous voulez parler de la décentralisation notamment, ou bien de
De toute façon, à partir du moment où il y a une institution qui grandit, il y aura, vous aurez... Délégation de pouvoir depuis un certain temps. Oui, attendez, non, vous aurez tout besoin... Non, vous avez compris, c'est le Attendez, oui, on reviendra. Vous aurez toujours besoin de déléguer parce que vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Et de toutes les façons, la délégation est recommandée pour pouvoir être en mesure de responsabiliser les gens. Donc, vous aurez besoin de ministres. Et pour qu'ils soient responsables de ce qu'ils vous demandent en temps et de l'aide vous demandent en termes d'allocation de ressources et de l'utilisation qu'ils en font, vous devez leur accorder une certaine responsabilité et donc vous allez déléguer. Après maintenant, cette délégation-là s'accompagnera nécessairement d'une évaluation dans laquelle on va mettre d'un côté l'ensemble de ce que vous avez apporté à la gouvernance, mais également l'ensemble des ressources que vous avez utilisées. Fatalement, si vous avez très bien travaillé, vous serez sanctionné en termes de promotion, mais également vous pouvez être sanctionné négativement. Après maintenant, vous parlez de délégation, cette délégation-là, effectivement, dont tout le monde parle aujourd'hui, ils sont également d'ordre naturel. Le président de la République a besoin d'un relais. Même quand par ailleurs il a nommé un premier ministre, il lui-même doit suivre un certain nombre d'actions du gouvernement au jour le jour. Il ne va pas le faire tout seul. Et donc il aura besoin d'un secrétaire général. Et d'ailleurs, quand vous regardez la gouvernance de Sarkozy, ce n'est pas une invention camerounaise. On avait comme l'impression qu'il y avait un second gouvernement à l'Élysée, où chaque ministre avait son conseiller. Et le conseiller, en réalité, on avait tendance à penser que c'est lui qui donne les directives au ministre. Ça peut arriver, cette nécessité-là de suivre au quotidien ce que l'ensemble des personnes à qui on a délégué un certain nombre de parts de pouvoir, cette nécessité-là de suivre fait en sorte que vous allez avoir besoin de relais. Et dans le cadre effectivement de cette organisation-là, il y a une certaine plus ou moins légalité, légitimité qui s'est établie au fait qu'il y a une délégation qui a été donnée au secrétaire général de la présidence de la République. Je ne sais pas pourquoi les gens se sentent ulcérés par rapport à cela. C'est dans l'ordre naturel des choses. Et d'ailleurs, ce n'est pas une invention du renouveau. Même sous Aïdjo, il y avait des délégations. Avant, après, il y aura toutes les délégations. Dans tous les États du monde, il y a un certain nombre de personnes. Le secrétaire général sert également à un rôle fondamental. Le Cameroun n'en fait pas un peu trop? Non, il n'en fait pas trop. Et après, maintenant, mais qui assume? C'est la personne qui a reçu le suffrage universel. Et donc, quand il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'il en fait un peu trop, de quoi ils se mêlent? Ils n'ont pas été élus président de la République. La personne qui a reçu la caution de la population, c'est le président de la République. Si effectivement il nomme quelqu'un à qui donne trop de délégations et que là, effectivement sa stratégie politique foire, c'est lui qui rendra compte. Et donc c'est lui seul qui doit être juge de savoir s'il a trop délégué, n'a pas trop délégué, s'il n'a pas délégué suffisamment. Alors, pourtant, l'État central dit vouloir céder un espace aux collectivités territoriales pour exercer ses compétences, mais là on a comme impression que des goulots d'étranglement empêchent le mouvement. Qu'est-ce qui coince selon vous? Là on parle justement de cette décentralisation dont vous faisiez mention tout à l'heure. Alors, j'ai tendance à être les gens quand on voit même comment cette décentralisation a été revendiquée. C'est peut-être à mon sens l'une des raisons pour lesquelles ça a mis du temps à être mis en place. En fait, elle est née du mouvement contestataire des années 90. Où, de mon point de vue, il y a un certain nombre de responsables politiques, notamment ceux de l'opposition, qui se rendent bien compte que sur le plan national, ils n'ont pas assez d'oxygène. Et ils veulent s'organiser, ils veulent s'arranger, se ménager des zones d'influence. Décentralisation. Donc comme ça, au moins je serai maître chez moi. Très bien. On en est arrivé aujourd'hui à mettre cette décentralisation-là en marche, mais on ne peut pas penser également que la décentralisation aura pour conséquence de dénuder l'organisation centrale. Et donc là également les gens entendront. Mais quand vous dites également, s'il n'y a pas des appréhensions, les appréhensions, mais les miennes ne vont pas dans votre sens. J'ai même comme l'impression que dans cette histoire de décentralisation, on va trop vite. Parce que... On peut dire que le Cameroun n'était pas prêt pour la décentralisation. Non, oui, non, mais justement, on n'a pas pris de... Pour le moment, on n'a pas pris de précautions. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient dans mes prises de position tout le temps à l'Assemblée nationale. Ce que les gens retiennent aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on ait un transfert. Notamment les ressources dans les collectivités territoriales décentralisées.
est-ce qu'on sait, petite question, est-ce qu'on, pour le moment, est-ce qu'on s'est entouré des éléments nécessaires, des instruments nécessaires pour pouvoir savoir, pour contrôler l'utilisation de ces ressources-là? Ça ne semble pas être votre préoccupation, hein? Mais moi, de ce que je vois dans la plupart de ces collectivités totalement décentralisées, ne m'amène pas beaucoup d'espoir. Parce que, effectivement, on envoie de l'argent, personne n'est là au quotidien pour pouvoir savoir à quoi ça sert. C'est la première chose. Narcisse Motet, est-ce que vous avez remarqué les difficultés que l'État centralisé avait de la peine, les difficultés que l'État avait à contrôler les 2 ou 3 postes comptables qui étaient logés à Yaoundé? Aujourd'hui, nous en avez créé 360. Peut-être même plus si on intègre effectivement qu'il y a les mairies de ville et ainsi de suite. Qui les contrôle? Et attention, ce qui est en train de se passer, peut-être pas ici, mais dans les coins reculés. Lorsque un responsable d'une collectivité territoriale décentralisée a commencé à prendre des largesses avec les ressources financières qui lui sont déléguées, quelle est la première conséquence? La première conséquence, c'est que effectivement, l'amélioration des conditions de vie, si cher au président de la République, ne pourra pas être effectuée. Mais au deuxième niveau, il va s'arranger à se constituer une bande qui va rançonner l'espace public en vous disant effectivement, si vous ne passez pas par moi, vous êtes des hommes morts. La plupart des gens qui ont cassé les urnes à Yingui pendant 2 mois ont été constitués sur la base de ce que je suis en train de vous dire là. Parce que quand je vous dis que nous avons de divergence, c'est sur l'utilisation des fonds publics, il est évident qu'aujourd'hui, on considère que si vous attaquez à leur périmètre en dénonçant un certain nombre de choses, vous êtes des hommes morts. Et donc, là, malheureusement, j'ai vu des autorités administratives se prêter à ce jeu-là, et là, ça devient encore plus dangereux. Et donc, il est essentiel, en ce qui me concerne, que pour plus d'efficacité de la mise en place des politiques publiques dans les CTD, il y a un minimum de contrôle qui doit être effectué. On a commencé à décentraliser, on verse de l'argent, ça fait au moins 5 ans que ça dure. Je n'ai pas vu un seul contrôle qui a été effectué de manière efficace pour pouvoir amener les gestionnaires à l'ordre. Et on va se réveiller dans 10 ans, dans 15 ans, on va se rendre compte qu'il y a une catastrophe qui a été organisée et ça commence même à déstabiliser l'espace public et là, ça va devenir très dangereux. Donc, vous partagerez donc le point de vue de cette opinion qui pense que la mise sur pied des conseils régionaux, c'était une perte de temps, c'était du gaspillage, parce qu'on se souvient quand même qu'il y a tout un budget énorme qui a été voté pour le fonctionnement de ces conseils régionaux. Pour le moment, je n'ai pas encore vu le conseil régional fonctionner, mais on a le droit également de faire une évaluation dans 2 ou 3 ans. Est-ce important? Mais vraiment, ce que je vous dis, régionaux, alors que la notion de décentralisation n'est pas encore maîtrisée. Mais puisque effectivement tout le monde a dit je veux la décentralisation, on les met en place. Après maintenant, il faut qu'ils commencent à se débrouiller, qu'ils prennent leurs marques pour pouvoir savoir effectivement. La pression, finalement. Il y a beaucoup de charme à décentraliser. On est plus proche des préoccupations des populations et donc on va apporter les solutions les plus appropriées. Ça c'est très clair. Ce que je demande effectivement en ce qui me concerne par contre, c'est que quel que soit le niveau d'honnêteté que le gestionnaire d'une collectivité territoriale décentralisée a, on aura toujours besoin des instruments de contrôle pour pouvoir juger de l'efficacité qui est le fondement même de son existence. Si on ne veut pas être efficace, on reste à Yaoundé. Maintenant, on a dit effectivement pour être plus efficace, il faut qu'on envoie sur le terrain. Sauf que le cœur de la décentralisation tarde à battre véritablement. Qu'est-ce qu'on fait donc à l'état actuel des choses? Qu'est-ce qu'on fait? On reprend tout à zéro, on éduque les Camerounais. Non, il faut qu'on commence à contrôler. Dès lors qu'on va commencer à contrôler, les gens vont se discipliner. Dès qu'on commence à contrôler, les gens vont commencer à discipliner. Parce que là également, mais dans la définition des besoins, j'ai rarement vu dans nos communes des gens qui font peut-être des consultations foraines en disant qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte demain ou après-demain. C'est le maire qui s'assoit dans son truc et qui commence à dire moi je vais demander ça, je vais demander ça, je vais demander ça. Est-ce que c'est ça également, ça correspond aux aspirations des populations? Rien n'est moins sûr. Et très souvent quand on l'a demandé, on est devenu également avec un lot d'entrepreneurs pour pouvoir penser également qu'on rançonne.
Ça, ce mélange de gens-là, effectivement, peut nous être préjudiciable pour après. Mais ça fait un moment qu'il était les sonnettes de l'alarme. Je crois que ça commence un peu à se décrisper. Je ne cesserai de le rappeler parce que, peut-être dû à ma formation initiale, je suis un auditeur. N'a-t-on pas mis la charrue avant les vœux honorables? Parlons justement de cette décentralisation. On est quitté de la communauté urbaine aux mairies de la ville. Où était l'urgence? Oh, mais là, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? C'est certainement pour beaucoup plus un problème d'appellation. Peut-être également, il y a le fait que le maire de la ville est élu, il était nommé avant, mais qu'il soit élu, qu'il soit nommé. Ça change quoi fondamentalement? Pas grand-chose en réalité. Pas grand-chose parce que quand on voit effectivement dans les conditions dans lesquelles là aussi ils sont élus également parce qu'ils ont reçu, comment dirais-je, l'investiture comment dirais-je, d'un parti. Et là également. Mais vous faites bien de le dire. Si vous ne voulez pas élire les maires à Douala et que vous pensez effectivement qu'il y a une recommandation qui doit se faire, il faut laisser, au-delà des points de contrôle que je disais, que je rappelais tout à l'heure, il faut laisser dans les campagnes les gens laisser que les gens soient à mesure de sanctionner un conseil municipal qui a mal travaillé. Parce que là également, quand ça vient très souvent dans ce que nous savons faire dans les partis politiques, on pistonne, on regroupe un certain nombre de personnes. Et quoi qu'ils aient fait, on va dire non, voilà vos conseillers municipaux. Il faut laisser la population choisir. Comme ça, quand on va enlever un maire, parce qu'il a mal travaillé, le second, effectivement, prendre des précautions nécessaires pour moi donner satisfaction aux gens pour lesquels il était censé servir pendant une période. Voilà, on va rappeler à nos téléspectateurs que notre invité pour le compte de cette autre livraison de l'émission baptisée Le Point du Guest a pour nom l'honorable Samuel Dieudonné Motte, député RDPC à l'Assemblée nationale. Une petite pause s'impose. Lorsqu'on y revient, c'est pour embrayer sur cette visite, quoique pas encore officielle par l'autorité compétente du Cameroun de Macron, sur le territoire camerounais. On revient dans quelques secondes. Emmanuel Macron, le président de la République française, est annoncé en Afrique, et plus précisément au Bénin, au Cameroun, même si jusqu'ici le gouvernement camerounais n'a pas encore communiqué de façon officielle. Il y a une date qui est circulée, un programme d'ailleurs qui également a été porté à l'appréciation des journalistes, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. L'arrivée est prévue pour le 24 et la visite les 25 et 26. Alors, honorable Samuel Motte, l'arrivée du président français, je leur ai dit encore, quoique pas encore officielle, relève-t-elle d'un simple hasard ou alors y a-t-il des indices qui excitent l'arrivée du président français au Cameroun? Le président des républiques frères, le président des républiques partenaires viendront chez nous. Ils sont venus avant, ils reviendront aujourd'hui, ils reviendront peut-être demain. Ils sont annoncés pour demain ou après-demain. Écoutez, c'est une visite comme une autre. Il n'y a pas, en ce qui me concerne, quelque chose de bien plus particulier qui fait en sorte qu'il soit là à ce moment précis. Donc pour vous, il n'y a pas, je ne peux pas dire ça, à s'interroger davantage. C'est une visite traditionnelle. Je ne m'interroge pas. J'ai quand même un pied de nez que je fais à un certain nombre de personnes qui constatent aujourd'hui qu'on peut considérer que le président de la République, c'est quelqu'un qu'il faut effectivement, dont il faut être un proche. Un pied de nez à qui? Comment, pardon? Un pied de nez à qui? Oh, à ces gens-là qui sont gossés que pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, il n'a pas osé mettre les pieds en terre camerounaise. Là, il vient. Parce qu'effectivement, si c'était le cas qu'il rechignait à venir, il a bien compris que nous sommes un pays organisé et que nous avons également un président de la République qui inspire l'ensemble de ses concitoyens et au-delà même de l'ensemble de ses concitoyens, un certain nombre de dirigeants. Je n'en veux pour preuve très souvent les déclarations que Kagame
fait en disant que lorsqu'il est confronté à un certain nombre de dilemmes, quand il prend son téléphone, il appelle SH de l'Afrique, qui est le président de la République. Il vient aujourd'hui, il n'était pas venu au précédent mandat. Je prends acte qu'il sera là, et très bien qu'il sera là. Mais en même temps, vous savez, la politique également, c'est l'éloge de la lenteur. Et dans le cas de cette lenteur-là, le temps également, c'est vous apporter des solutions. Il ne faut surtout pas mourir en politique. Il ne faut pas mourir de toute façon précoce. Parce que l'objet de vos critiques aujourd'hui peut se vider de son essence demain ou après-demain. Et dans le cas effectivement de ce que j'ai entendu sur là pendant les 5 premiers camps de mandat d'Emmanuel Macron constitue aujourd'hui la preuve de ce qu'on a bien fait d'attendre. Il est là, il sera bien et bien là aussi longtemps que le communiqué officiel sortira. Et s'il vient, ça va confronter un certain nombre de personnes effectivement qui pensaient qu'on était un pays infréquentable. Le Cameroun, c'est un pays qui a une identité propre. Que l'on, ça n'a pas d'ailleurs du président de la République, Paul Biya, y compris Amadou Ahidjo, dans son temps, tenait à ce qu'on respecte le Cameroun comme étant une nation pleine et entière. Dans le cas de ce respect-là, il parlera avec tout le monde. On ne devrait donc pas parler d'un hasard de calendrier. Il n'y a pas de dessous. Une visite protocolaire, une visite d'État également. Il y a aussi un certain nombre de dossiers qu'on ne peut pas considérer qu'il va traiter. Mais quand j'entends, il vient lui donner une injonction de faire ceci ou cela, il n'en sera absolument rien du tout. Et s'il est mal avisé de penser effectivement qu'il peut le faire, je crois effectivement qu'il va repartir en constatant qu'il a... Il recevra un claque comme ça a été le cas. Bon, avec c'est vous qui le dites. Mais cette François Hollande. Mais cette formule-là, je l'ai aidé. Et je vous fais également remarquer que François Hollande, il a fait un mandat, il n'a pas pu faire le second. Voilà. Alors, vous n'êtes pas d'avis avec cette opinion qui pense que, qui le clame même d'ailleurs, hein, qui fait une sorte de déclamation, comme quoi le président Emmanuel Macron vient au Cameroun pour demander au chef de l'État, Paul Biya, d'ouvrir le jeu politique. Parce qu'il est fermé, le jeu politique au Cameroun. D'après cette opinion. Ah bon. Vous en dites le contraire? Mais en quoi il est fermé? Non, mais donnez-moi un argument que vous pourrez emprunter certainement de ces gens-là qui disent que c'est fermé. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la vie publique est fermée au Cameroun? Rien ne l'indique, rien. En fait, la vie publique serait ouverte si un président, quand il est resté là 2 mandats, il dit non, non, je vous laisse la place aux autres. Non. Dans la vie publique, on feraille en utilisant les arguments républicains, les armes républicaines, les instruments républicains pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse relayer au pouvoir. Et de la même façon, on doit également admettre qu'il est tout à fait légitime et à hauteur d'ailleurs des droits fondamentaux qu'une personne puisse se considérer comme étant électeur et éligible. Pourquoi vous voulez faire des dîners faciès? Les gens qui disent effectivement qu'il faut qu'on ouvre le lieu démocratique, ça veut dire que tout ce qui serait Paul Biya n'aura plus être candidat président de la République, ce n'est pas ça la démocratie. Et d'ailleurs, en 2008, lorsqu'il s'est agi de déverrouiller cette limitation de mandat, l'argument essentiel que nous avons utilisé, c'est qu'effectivement, une limitation de mandat ne peut pas être considérée comme étant démocratique. En réalité, on doit donner la possibilité à chacun d'entre nous d'être électeur et éligible aussi longtemps qu'il pense qu'il a la possibilité d'avoir un rendez-vous entre son peuple et lui-même. Et donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui est fermé au Cameroun? Il n'y a rien de fermé. J'ai entendu, notamment, on serait des parlementaires godillots répondant qu'au cri par acclamation à tout ce qui vient de l'exécutif. Là également, regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. Lorsque il y a un incident, le premier incident qui m'a fait sourire, c'était l'affaire Benalla. Benalla, qui est très proche de Emmanuel Macron, qui se prend pour un policier alors qu'il n'a pas cette qualité-là, il commence à rouler de coups un certain nombre de personnes. Commission d'enquête, monsieur. Est-ce que cette commission d'enquête a été faite au niveau de l'Assemblée nationale? Non, tout simplement parce que majoritairement LRM. Les sénateurs qui sont LR, pour leur grande majorité, se sont fait un vilain plaisir de faire une commission d'enquête. Je ne vais pas m'arrêter là. Tout récemment, encore un incident au Stade de France, où effectivement le gouvernement est peut-être plus ou moins pris à défaut, a des choses à se reprocher, le ministère de l'Intérieur en premier. Commission d'enquête, monsieur. Est-ce que la commission d'enquête a été faite au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale? Non. Là également, le Sénat s'est fait
un vilain plaisir de faire une commission d'enquête dont les résultats ont été rendus là, publics hier. Où est-ce que c'est fermé? Le système électoral, il est totalement ouvert. Évidemment, quand je dis ça, les gens me disent, mais en bon, il est ouvert avec pour pilier central de ce que chacun des candidats peut sécuriser son vote. La présence dans les bureaux de vote des représentants des partis qui sont en course, c'est le socle même de la transparence du vote. Oh, vous entendez les gens, ils ne se donnent pas les moyens nécessaires pour pouvoir assurer cette transparence-là. Et quand ils ont perdu une élection, ils commencent à dire, oh, non, 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 ils ont triché. Non, c'est totalement irresponsable. Partout ailleurs, c'est les candidats qui sécurisent le vote. Al Gore contre George Bush. Vous avez vu ce qui s'est passé? Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Il était pratiquement plus ou moins établi de ce qui s'était passé en Californie. Là, n'était pas très commode. On a chargé des conteneurs, des cartes perforées, des cartes magnétiques, pour les amener, comment dirais-je, à la Cour suprême à Washington. Et après, maintenant, à un moment donné, la Cour suprême commence à examiner le contentieux. Et puis, il y a une décision brutale qui vient. Allez-vous repartir avec toutes ces cartes perforées? De mon point de vue, vous savez pourquoi on le fait? On dit à Al Gore, il était de ton ressort d'être en mesure de contrôler un système électoral. Vous n'allez pas couvrir de problèmes les États-Unis, la première démocratie du monde, en racontant partout ailleurs qu'on a fraudé. Les gens qui disent, quand ils ont fait un simulacre de participation à un vote, qui sortent de là pour pouvoir aller cumuler les plateaux de télévision pour pouvoir dire qu'on a triché, honte à eux. Vous avez vu là également, je vais très loin. Et ton fils, personne ne l'a donné gagnant à la FECA Foot. Hein. Ce garçon-là, tout au moins, on peut le vilipender aujourd'hui, demain ou après-demain. Je peux vous assurer que ce gars-là a été d'une responsabilité de premier ordre. Il a veillé à ce que le scrutin puisse être sécurisé. Même si par ailleurs, de temps en temps, il faisait des propositions farfelues du genre, il faut qu'on mette un policier à côté de l'isoloir. On ne sait pas à quoi ça servait. Mais il a été en mesure de contrôler. Et la personne a triché. C'est tout ce qu'on demande aux gens qui veulent participer à un scrutin. On vous donne la possibilité de contrôler, vous devez contrôler. Si vous n'avez pas la possibilité de contrôler, et d'ailleurs, ça ressort d'ailleurs du domaine du fantasme que de sortir de là chaque fois pour pouvoir dire les autres ont triché. Vous n'y étiez pas. Écoutez-moi très bien. Il y a cette histoire-là de PV au Conseil constitutionnel, hein, que l'on me rappelle souvent. C'est vraiment ridicule. Et très souvent, les populations camerounaises qui ne sont pas très bien éduquées, tout au moins sur le plan politique, se donnent à cœur joie aujourd'hui en disant qu'on a traficoté les PV à l'Assemblée, au Conseil constitutionnel. C'était une fausseté extrême. Premièrement, je vous ai dit, si vous voulez être sûr qu'on ne va pas tricher contre vous, vous mettez votre représentant dans le bureau local de vote. Une fois que vous avez sécurisé le PV, vous le regardez par devers vous. Ces PV remontent après au niveau du département pour pouvoir être centralisés. Et là également, pour être sûr que vous n'êtes pas défavorisé, vous avez le droit d'avoir un représentant à cet endroit. Dans le cas de mon département, j'ai été à la centralisation. Il n'y avait pas un seul membre de l'opposition qui était présent. Si vous n'y êtes pas, on peut refuser également de reporter vos votes, alors que vous avez des PV entre vos mains. Il faut être là pour dire aux gens, voilà ce que j'ai eu dans tel bureau de vote, vous devez le reporter pour tel. Ils ne sont pas là. Après, ils s'en vont quémander les PV. Ils n'ont aucun. Normalement, ils doivent avoir les 52 PV, puisque c'est centralisé dans les 52 départements. Ils n'ont aucun de ces PV. Et ils vont là-bas au niveau du conseil constitutionnel pour pouvoir les commander. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous donner les PV? Et ils inventent cette affaire loufoque-là de ce que ça aurait pu être signé. Grotesque. La partie effectivement qui concernait les commentaires ne font pas l'objet de signature. La partie effectivement qui concernait les chiffres très souvent a été signée. Ce n'est pas tout. À quoi ça sert une signature à cet endroit-là? Narcisse Moto,
quand je fais un acte sur un privé, vous et moi, la signature a un sens. Et cette signature-là n'aura un sens que dans la mesure où il y a une précaution ultime qui a été prise. Le document doit avoir au moins 2 copies. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai signé et une fois que vous avez signé, chacun va garder par devant lui sa copie. Et que le jour où il y a un contentieux, vous sortez votre copie pour pouvoir lui dire, mais vous avez signé à cet endroit. Ces gars-là qui ne sont pas au niveau où on centralise, ça les sert à quoi les signatures, puisque les signatures n'y est pas du tout. Ils n'ont pas de signature à cet endroit. Donc ils ne peuvent même pas revendiquer la signature qu'ils ont par exemple refusé d'apposer de par leur absence. Alors, on continue de parler de cette visite de Emmanuel Macron au Cameroun. Peut-on subodorer en cette visite du président français une volonté de reconquête de son précaré au regard de tout ce qui se passe dans le monde? Ce thème de précaré me est au premier point. Nous sommes un État indépendant, on est dans le précaré de personne du tout. Maintenant, s'ils se sont assagés et considérés qu'ils peuvent négocier en utilisant d'autres mots, en utilisant d'autres mécanismes avec les pays africains de manière générale, qui paraît pour la plupart sortent d'une certaine colonisation qu'un certain nombre de personnes ont tendance à rabâcher aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Parce que de toutes les façons, le monde est en train de se transformer. S'il ne se réveille pas, le réveil risque d'être douloureux pour eux. Cette histoire-là de condescendance qui considère effectivement qu'on a un précaré. Donc, d'après vous, il va négocier avec les chefs de l'État. Il n'y a pas de précaré. Non, mais les visites, là par contre, il y a un nouvel ordre mondial ne vous y méprenez pas. La plupart de ces présidents-là, quand ils vont quelque part, on les considère comme étant des VRP. Voire des représentants placés. Ils s'en vont vendre des contrats. Ça, c'est clair, net et précis. Ce n'est pas seulement au Cameroun que va se faire comme ça. Quand il va en Arabie Saoudite, il s'en va vendre des centrales nucléaires. Quand il va en Libye, il s'en va vendre un certain nombre de projets à l'époque. De la même façon que quand on va aux États-Unis, ça fait l'objet, effectivement. C'est pour ça que vous allez voir que très souvent, dans leur équipe, il y a un certain nombre de personnes qui, peut-être pour aller vendre des rafales, il y aura le ministère de la Défense qui sera là, des choses comme ça. Mais ils seront là très probablement pour négocier un certain nombre de choses que l'État va les accorder, mais également avec un certain nombre de contreparties. Mais je peux également là aussi vous rassurer, contrairement à ce que j'ai entendu ici ou là, le Cameroun est plutôt très pointu dans la négociation de ce contrat avec ses partenaires. Elf Total, qui est devenu Total Exploration après, n'est pas parti ici au Cameroun parce que voilà, ils sont partis parce que nous avons les contrats pétroliers les plus coriaces au monde. Où très souvent, on a participé très peu pour les dépenses d'exploitation. On a pris la majorité de la quantité qui a été produite au niveau du pétrole. Mais là également, quand vous entendez les gens parler de tout, et puis là également, tout récemment, il y a eu une glissade fâcheuse sur les mines de la Lobé. Les gens ne savent pas ce que c'est que le Cameroun, hein. À la dernière minute, alors que le code minier ne prévoit absolument pas ça, à la dernière minute, à la présidence, on a dit, nous sommes le Cameroun, cet exploitant-là, ce consortium-là qui est en train de se mettre en place, va nous donner 1%. Vous allez dire 1%, c'est peu, mais ils vont, au moins à la dernière minute, on a dit, il va nous donner, concéder 1% de la production qui va sortir parce que c'est quand même notre mine. Voilà. Alors, quelle grille de lecture vous inspire les relations France-Cameroun ces dernières années? Est-ce que, d'après vous, ce sont des relations au beau fixe? On prendra par exemple le plan économique et peut-être même militaire. Au moins, c'est des relations qui sont inscrites dans un cadre d'une diplomatie douce. Moi, je l'aime bien quand elle est douce. Les gens qui font aujourd'hui des grands écarts à aller chercher tel partenaire en abandonnant un autre partenaire demain avec qui il a traité hier, avant-hier, je ne suis pas sûr que c'est la bonne stratégie. Le Cameroun fait tout en douceur, sans provocation, mais sûrement en défendant les intérêts qui lui sont propres. Après, maintenant, effectivement, il y a une tendance aujourd'hui qui est celui de la, comment dirais-je ça, du mouvement anti-français, qui j'aime pratiquement dans tous les pays de l'Afrique. On peut le comprendre, ce mouvement-là, mais je pense qu'il ne faut pas trop s'y attarder et ce n'est pas la bonne voie.
Le jour où on aura des moyens pour pouvoir dire qu'on peut se défaire d'un partenaire comme celui-là, on n'aura pas besoin de monter dans les antennes pour pouvoir le dire. Et de toutes les façons, le fondement même d'une revendication comme celle-là, de ce sentiment, ne me semble pas d'un grand intérêt. Parce que très souvent, on est en train de rassasier ce passé historique-là. Il est un fait, sans bien le vouloir, on a été colonisé. Pour la plupart, dans nos cas, on a été colonisé, protectorat d'ailleurs, après maintenant mandat ou sous tutelle, donc on ne peut même pas dire qu'on a été colonisé en définitive. Effectivement, nous avons reçu des frustrations par le passé. Mais la seule chose que je peux retenir de ces frustrations-là, que ça nous serve effectivement de leçon pour pouvoir bâtir ce que nous voulons être demain. On a été battu dans le cadre de l'Israël parce qu'on était totalement démunis. Et pourtant, les analyses historiques nous font remarquer qu'il y a un certain nombre d'inventions qui étaient de nous, mais qui ont été récupérées par les autres, les ont perfectionnés, les ont retournés contre nous. Et donc, ce qui m'importe pour moi, c'est ce que nous ferons demain. Et je suis très à l'aise de parler avec vous aujourd'hui le français. Au moins, ça nous permet d'être utilisé comme étant un moyen de communication sans lequel je ne suis pas sûr que j'aurai suffisamment de force pour connaître les 280 patois qui doivent être véhiculés, qui véhiculent la communication au Cameroun. Il y a un certain nombre d'acquis positifs que nous devons retenir de cette présence-là. Ce qui est mauvais, ce qui a été considéré comme étant des sujets nous ayant retardés, on va certainement les gommer, mais on va les gommer avec la manière, avec tact, mais également avec beaucoup de détermination. Alors, êtes-vous d'avis avec ceux qui disent ou pensent qu'un nouvel ordre mondial est en train de se décider dans le monde avec cette crise russo-ukrainienne? Déjà, je déplore cette crise. Mais au moins, fondamentalement, ce que je dois retenir. Mais là également, on va y voir que la plupart des esprits vont tendance à dire, oui, mais au moins si Poutine peut déranger les Occidentaux, c'est une très bonne chose parce que même nous ont dérangés. Je ne suis pas de cette forme de pensée-là. Parce que je considère que l'État ukrainien aujourd'hui qui est en souffrance, c'est un État autonome, indépendant. Si vous admettez que pour des tas de raisons, et de façon dans la vie on peut justifier, pour des tas de raisons, un pays peut se faire attaquer aussi froidement et aussi brutalement que l'Ukraine l'est aujourd'hui. Vous admettez que demain également, que l'on peut justifier qu'on vienne vous attaquer. Autant je condamne l'intervention des Occidentaux en Libye, autant également avec la même froideur, je dois condamner l'intervention de la Russie en Ukraine. Les gens qui ont des principes à géométrie variable très souvent perdent la face. Après maintenant, est-ce qu'il y a à travers cela un nouvel ordre mondial qui est en train de s'établir? Très bien. Si sera bipolaire demain, parce que la domination et l'extra-domination également de l'américain continue effectivement à faire jaser. Si on peut avoir de force, comme ça a été le cas, qui puisse se neutraliser sans toutefois apporter ce genre de dégâts que nous voyons en Ukraine également, on peut analyser, on peut être preneur, mais en tout état de cause, ce que la Russie est en train de faire en Ukraine aujourd'hui, en ce qui me concerne, est totalement insupportable. Alors, on sort progressivement de cet entretien. Honorable Samuel Dieudonné Motte, on ne saurait terminer cette émission sans toutefois parler de ce nouveau vent qui souffle en Afrique de l'Ouest. On prendra par exemple le cas du Mali. Alors, quelle grille de lecture vous inspire à tout ce qui se passe au Mali? Je n'ai pas besoin de vous rappeler toutes les décisions qui ont été prises par ce pays. Mais les Maliens sont en train de revenir aujourd'hui à des meilleurs sentiments, il me semble. Ils ont voulu faire une transition, je ne sais pas moi, de 14 ans. Là, je crois qu'ils ont finalement admis qu'en 2 ans, ce sera largement suffisant. Après, maintenant, comment est-ce que les 4 seront rabattus? C'est une autre paire de manches. Après, maintenant, il y a ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Cette histoire-là de penser effectivement qu'à un moment donné, on peut dire... Bon, certainement, il y a beaucoup de choses à reprocher aux Français d'après ce que j'ai suivi. Les Français étaient pour la partition du pays en deux, ils étaient contre. Très bien. Après, maintenant, il faut savoir, il y a la manière. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir s'en sortir? J'ai compris effectivement qu'ils sont partis chercher Wagner pour pouvoir assurer leur propre sécurité.
J'aimerais bien voir comment ce partenariat va évoluer. Mais là, de toute façon, là... À vous entendre parler, c'est comme si vous ne corroborez pas l'argumentaire de cette opinion qui pense que le Non, Mali est un modèle à suivre. Il fallait copier le modèle malien, comme quoi le Mali est en train de faire à l'Afrique. Je les supporte, je leur souhaite beaucoup de bonheur dans leur trajectoire. Mais, quelle est l'alternative demain si jamais d'aventure, eux et les Wagner ne s'entendent plus? C'est quoi l'alternative? Il n'y en a pas. Et de toute façon, ces gars-là vont considérer comme étant leurs otages. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire volte face, aller chercher d'autres partenaires. Il y a un prix à payer pour cela. Et donc, nous, on le fait en douceur. On a certainement un certain nombre de partenaires. On peut faire avoir 5 ou 6 comme ça, avec qui, en fonction des situations et de l'évolution de l'environnement, on discute. On n'a pas à faire les gréchés en disant de toutes les façons, ceux-là, ils ne nous servent plus à rien. Et donc, pour cette raison-là, attendons voir, mais c'est ce sentiment altermondialiste contre le pouvoir colonial qui fait aujourd'hui que tout ce qui peut être fait pour pouvoir dérailler les Occidentaux, un certain nombre d'Africains considèrent qu'ils sont preneurs. Moi, je ne suis pas de cette grille d'analyse-là. Je pense également qu'il faut faire les choses de manière assez calme et de manière assez pondérée. Alors, je vais citer quelques noms de vos collègues à l'Assemblée nationale. Et vous me diriez ce que vous pensez d'eux. Je commence par l'honorable Cabral Libye. C'est un collègue. C'est un collègue qui est de l'opposition, qui anime le débat public, ça il faut le reconnaître. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise un peu plus? Rien d'autre. Maintenant, il est en train de faire un mandat. Il a transformé son premier essai. J'espère qu'il va confirmer, parce que la vie publique là également se densifie, donne des orientations nouvelles. Je note que la plupart de ces députés aujourd'hui ont été élus dans un territoire qui généralement était géré par l'UPC. l'UPC par ailleurs disqualifié pour cette compétition-là. Ici, on doit voir comment il va assurer la transition. Mais de toutes les façons, en ce qui me concerne, j'ai toujours considéré qu'on avons besoin d'une opposition. L'opposition lui-même nous permet de nous parfaire, de nous améliorer, y compris dans notre dynamique de développement de notre propre parti. Je n'ai rien contre les opposants, bien au contraire, je passe tout mon temps à discuter avec eux, à échanger pour voir effectivement les points de discorde et puis pour pouvoir également nouer les relations de manière transversale. L'honorable Joshua aussi? Ils sont dans la même dynamique. Ils sont dans la même dynamique que... Et là également... Que Cabral Libye? Oui. Ils ne sont pas nous. Vous direz la même chose de Jean-Michel Nietzsche? Oh, non, là c'est un autre registre. Là c'est un autre registre. Bon, avec toute la sympathie que je lui dois, bon, d'ailleurs quand il commence à nous insulter à l'Assemblée nationale, il n'épargne personne. Bon, mais maintenant il faut faire avec tout ce monde-là, chacun avec sa manière. Le dernier truc quand vous avez parlé de 2 interlocuteurs là, y compris d'ailleurs c'est Jean-Michel Nietzsche, qui est venu à la dernière session avec vous, vous êtes là à l'avant-dernière journée. Non, là, il très souvent également beaucoup plus pour faire du bruit. Il y a un petit événement, un petit incident que nous avons géré à l'Assemblée nationale. Vous allez voir qu'entre le RDPC, qui est un parti républicain et tout en pondération, ne peut pas prendre les mêmes attitudes que les autres. Ils ont bloqué le débat en faisant parler pendant des heures et des heures l'ensemble de leurs parlementaires, alors que là où la règle voudrait effectivement que quand vous êtes bien organisé, il y a un responsable du parti, par exemple, qui parle et que de toute façon les autres n'ont pas besoin d'intervenir. Ils ont tenu à tous, je crois qu'ils sont 16, ils ont pris la tribune d'assaut pour que chacun vienne redire ce que le président avait dit. Et ça a eu de nature à agacer le président de l'Assemblée nationale qui a tenu les propos que vous connaissez. Après maintenant, nous sommes tous d'accord de ce que l'exécutif avait fait à ce temps-là n'était pas quelque chose de très commode et défendable. Le président de l'Assemblée nationale est revenu à la session à 16h, après un premier report de 15 minutes après 11h30. On est revenu au second report. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au ministre des Finances
d'aller à la tribune, au pupitre, pour pouvoir prononcer son allocution. Ce qui a été fait. Mais quand une fois qu'il s'est assis, il a donné la parole à l'ensemble des parlementaires qui étaient présents dans la salle. Il a vu qu'il n'y avait pas d'enthousiasme à pouvoir discuter de débat d'orientation budgétaire dans ces conditions. Il a arrêté la séance. Nous avons donné effectivement une réponse. Le manque d'enthousiasme à discuter d'un document qui venait de nous donner, d'être donné à 10h30 pour pouvoir en faire un débat à 11h30 et encore moins à 16h30. Et donc là, effectivement, ça a été une leçon. Nous, on n'a pas eu besoin de prendre des là pour cela. Un autre collègue, cette fois une dame, Tonai Modam Joya. Elle est plus collègue. Elle est plus collègue. Elle est maintenant... Elle est maintenant mère, Oui, ça m'avait échappé. Je souris. Non, mais je souris, non, mais il a été là-bas. Il fallait très bien que lorsque vous parlez d'elle, elle est repartie également dans les collectivités territoriales décentralisées avec la même fougue. En toute chose, voilà, explosive, je pense qu'on a besoin de négocier en tout. La guerre qu'il a engagée contre les autorités traditionnelles de sa propre zone, je crois qu'à un moment donné, vous allez voir que ça va la peine. Parce que de toutes les façons, l'un des piliers également de leur parti est parti, ça ne sert à rien de faire ce genre de gymnastique. Alors, on termine cette liste avec le président de l'Assemblée nationale, Kavae Yeri Djibril. Beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Là, vous avez vu vraiment comment il a géré cet incident-là dont je vous parlais tout à l'heure. Après, nous tous nous sommes là pour pouvoir dire il ne doit plus être là parce que nous sommes plus jeunes. Je ne sais pas si le jeunisme, c'est un programme politique. Hein? Ces gens-là, effectivement, ils vous laissent courir pendant un moment et à la dernière minute, ils vous assènent un coup. Vous n'avez pas la possibilité de vous relever. Ça a été fait. Comme pour dire que la position de l'enfant, c'est le matin. Tous les députés ne savaient pas très bien que la position qu'il allait prendre. Lui, il était là le matin. Il nous a vu nous exciter, nous tous les soi-disant jeunes. Et puis il est revenu, il a dit effectivement, vous êtes beaucoup excité, mais voilà l'orientation qu'il fallait prendre. Comme pour dire l'expression de la force et de l'expérience. Mais c'est bien entendu, bien entendu. Nous avons encore intérêt à les écouter pour pouvoir savoir si nous en tirons un certain nombre d'enseignements, en toute humilité. Alors, on sort donc de cette émission, mais bien avant, honorable Samuel Motte, qu'est-ce que vous faites à vos heures perdues? Quand vous ne faites pas de la politique, quand vous n'êtes pas dans le bureau pour faire parler de comptabilité, qu'est-ce que vous faites? Non, je me repose beaucoup. Je reste à côté de ma petite famille qui s'est rétrécie parce que la plupart des enfants sont partis. J'essaie également de prendre du temps pour moi parce que la vie elle est tellement harassante qu'on ne peut pas passer tout le temps à courir. Et de toutes les façons, l'un des éléments importants que nous avons en Afrique aujourd'hui, c'est cette vie-là qui est plus ou moins apaisée. Quand vous allez dans d'autres régions, vous allez voir comment les gens courent. Je n'ai pas beaucoup de distractions parce que là également, je ne sais pas quelles les distractions m'apportent. J'aime à dire, peut-être pour heurter un certain nombre de sensibilités, je suis à Douala depuis 1980. Je crois que j'ai été en boîte de nuit 2 ou 3 fois, pas plus. Voilà. Donc pas trop d'hobbies? Non. Je peux lire aussi, je consacre également beaucoup de temps à la lecture et à écouter les autres. Vous avez souvent de chanter ou de danser? Oui, je peux danser. Je peux danser, mais je ne vais pas consacrer toute une soirée à danser, non. Quel style de danse? Quel style de danse? Oh, mais je peux danser tout. Bon, je ne sais pas si c'est un très grand danseur, mais généralement, quand je danse, on ne considère pas que je suis un mauvais danseur. Vous chantez aussi quand même de temps en temps? Beaucoup plus les cantiques. Mais je n'ai pas une bonne voix, ça, par contre, il faut le connaître. Et vous arrivez parfois aussi dans la cuisine, aider madame C'est quelque chose que j'ai raté, malheureusement, j'aurais bien voulu, mais j'ai grandi dans une société où c'était plus ou moins un tabou de voir un homme rentrer en cuisine. Vraiment. Bon, c'était la société, je peux parler vraiment du village, hein, les villages celle qui s'est développée à l'époque, les hommes ne rentraient pas en cuisine. Bon, c'est un tort. Si je rentrais peut-être de temps en temps, mais en plus, je ne sais pas si ma femme le permettrait parce que c'est, comment dirais-je, c'est un grand cordon bleu. Voilà. Elle estimerait certainement que je ne suis pas à mesure de reproduire les mêmes qu'il fait, mais bon. À quelle fréquence changez-vous avec vos enfants? Parce qu'on sait que vous avez plusieurs casquettes, comme je l'évoquais d'ailleurs en début de cette émission. Est-ce que vous avez le temps? Non, tout le temps, notamment quand il y a des choses qui sont confrontées à une certaine difficulté, ils m'appellent. Ils ne sont pas là au Cameroun en ce moment, mais bon, ils m'appellent
c'est un très grand bonheur de discuter avec eux, de voir également qu'on peut également avoir encore un peu d'énergie, que l'on peut partager un peu de ressources mentales ou d'autres formes de ressources que l'on peut partager avec des gens que vous avez pareil fait grandir. J'ai eu la grâce d'avoir des enfants assez tôt, la plupart aujourd'hui sont tous majeurs, mais il n'en reste pas moins que nous échangeons assez souvent. Voilà, y a-t-il un point que vous aurez pas de manière particulière. Que vous aurez souhaité qu'on évoque? Je crois que votre spectre de questions était suffisamment vaste. Je crois qu'on a fait le tour. Satisfait ou pas? Très satisfait. Et de toutes les façons, ça ne m'étonne pas de vous. Ça ne m'étonne pas de vous. Donc, je suis venu, effectivement, vous m'avez envoyé un thème que je n'ai pas d'ailleurs beaucoup regardé parce que je savais que c'était tout simplement un prétexte d'invitation et que de toutes les façons, vous allez me balader dans tous les recoins et les coins de la maison. Vous venez de trahir un secret, honorable. Pourquoi? Vous venez de trahir un secret, de toute façon. Non. Merci déjà. Vous savez très bien, mais c'est pour ça qu'il faut venir rencontrer des gens détachés. Je participe au débat public. Je vois la plupart de mes jeunes collègues, ils préparent des tas de documents. Moi, j'y vais de manière assez libre en disant, je vais essayer d'utiliser un peu mes connaissances diverses, peut-être, de la culture, pour pouvoir répondre aux questions qui me seront posées. Comment est-ce qu'elle peut sortir de chez moi pour pouvoir savoir qu'une fois que vous avez fait une question d'entrée, vous allez me relancer dans tel ou tel sens. Ce n'est vraiment pas possible. Il faut être détaché et puis se respirer avant de rentrer. Bien entendu, il y a tout le tract de penser qu'on peut peut-être mal conjuguer un verbe ou alors faire un mauvais accord qui peut vous rattraper, vous être rappelé un peu plus tard. Mais de toutes les façons, l'essentiel, c'est de communiquer. C'est tout. Je crois que c'est une petite leçon que vous venez de donner là à certains communicants. J'imagine que la rampe est passée. Merci, honorable Samuel Dieudonné Motte, d'avoir disposé de votre temps pour honorer à ce rendez-vous. Nous vous souhaitons bien de choses pour la suite. Merci beaucoup. On rappelle que notre invité avait donc pour nom l'honorable Samuel Dieudonné Motte, député RDPC à l'Assemblée nationale. Il est par ailleurs expert comptable. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir consacré votre temps pour suivre cette émission. Restez fidèles, nos programmes se poursuivent en temps réel et comme j'aime bien le dire, l'avenir nous en dira davantage. Bien des choses à vous. Au revoir. Merci.